2 Français, un officier supérieur et son chauffeur, tués à Beyrouth dans le bombardement du quartier général des forces françaises. La France prête à une riposte militaire, affirme le ministre de la Défense. L'Union soviétique sur la sellette à Madrid à l'ouverture de la session finale de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. André Gromyko accuse à nouveau les États-Unis d'être à l'origine de la tragédie du Boeing sud-coréen. La préparation du budget et la politique fiscale du gouvernement, le point sur les mesures en préparation. Plus de 12 millions de Français en classe. Dès demain, les fournitures scolaires coûtent cher. Madame, Monsieur, bonsoir. Les combats au Liban qui font rage depuis 4 jours ont aujourd'hui changé de nature. Le conflit meurtrier entre l'armée libanaise du président Gemayel et les Druzes de Walid Jumblat, soutenus par la Syrie et par les Palestiniens qui participent au combat, le conflit a pour la première fois directement, ouvertement visé la France. Le quartier général du contingent français de la force multinationale a été ce matin la cible d'obus qui ont tué le commandant d'un régiment parachutiste et son chauffeur. À Beyrouth, notre envoyé spécial, Patricia Coste. Les officiers du QG de la résidence des Pins, bombardés ce matin, sont toujours, à l'heure actuelle, dans le poste de commandement souterrain du bâtiment. Un hélicoptère Super Frelon est venu vers 5 heures chercher les blessés et les 2 morts. Depuis, le silence est retombé sur la résidence et son voisinage. Le colonel Salaire du 17e régiment de parachutistes et son chauffeur étaient derrière le bâtiment dans une Jeep quand ils ont été touchés. Les autres obus sont tombés à proximité du campement des légionnaires. Immédiatement après, 3 super-étendards ont survolé Beyrouth et la montagne pour repérer les tirs qui n'ont officiellement pas été identifiés. 2 F-14 américains, eux aussi, ont brisé le silence aérien de la capitale cet après-midi pour la première fois. De sources militaires libanaises, on estime que ces tirs proviendraient de la région de Haleh, contrôlée par les Druzes, aidés par les Syriens. À Paris, la réaction française a été immédiate. Le ministre des Relations extérieures, Claude Cheysson, est entré directement en contact avec les autorités syriennes, sans que l'on sache la teneur de ces conversations. À l'issue du Conseil des ministres, le ministre de la Défense, Charles Hernu, a annoncé à Michel Allal que la France était prête, le cas échéant, à intervenir militairement. Avec M. Claude Cheysson, nous avons en étroite liaison pris un certain nombre de mesures. Le ministre des Relations extérieures est entré en contact avec les éléments étrangers concernés. Et en ce qui me concerne, au moment où je vous parle, les super-étendards français ont quitté le pont du porte-avions, Foch, sont en train de repérer les batteries qui tirent sur le camp français. Et si le feu ne cesse pas immédiatement, nous démolirons les batteries. À Beyrouth et dans la montagne, les combats se poursuivent ce soir. Ce matin, dans le quartier ouest de la capitale, l'explosion d'une voiture piégée a fait au moins 6 morts et une trentaine de blessés. La mort des 2 militaires français ce matin illustre de façon dramatique la difficulté pour la force multinationale, à commencer par le contingent français, à se cantonner au rôle symbolique qui lui a été prescrit. Jean-Marc Ilouz. Les bombardements ce matin du quartier général des forces françaises à Beyrouth, ici la résidence des Pins filmée l'année dernière, portent à 16 morts et 44 blessés le bilan des pertes françaises au Liban. 16 morts dont 9 accidentels et 6 directement liés aux affrontements. La France entretient au Liban 2000 hommes, légionnaires et marsouins. Aux côtés des Américains, ils forment dans un premier temps une force dite d'interposition, chargée de veiller à l'évacuation des combattants palestiniens en août de l'année dernière. Septembre 82, deuxième temps, avec l'arrivée des Britanniques et des Italiens, leur force prend le nom de force multinationale, force chargée de conforter la légitimité libanaise, désormais incarnée par le président Gemayel. Bien sûr, par leur patrouille dans Beyrouth, comme ici, les forces françaises restent chargées non pas de maintenir l'ordre, mais de s'interposer entre factions rivales. Mission qui deviendra bien ambiguë le jour où Druzes, chiites et chrétiens du Nord, soutenus par la Syrie, accuseront le président Gemayel de n'être qu'un porte-parole du parti chrétien phalangiste.
Dès lors, ce n'est nullement un hasard si en 10 jours, des obus partis des positions druzes ou syriennes tuent 4 marines américains et 7 soldats français. Pour convaincre la Syrie de ne plus jeter de l'huile sur le feu, Américains et Français dépêchent à Beyrouth leurs porte-avions. Et d'ailleurs, dès le survol ce matin d'abord par 3 chasseurs français, puis par 3 chasseurs américains des positions syriennes, les mortiers de 120 mm ont cessé de pleuvoir sur les troupes françaises. La Jordanie et l'Arabie Saoudite ont entrepris, en concertation avec la Syrie et avec les États-Unis, une tentative de médiation qui ce soir n'a pas abouti. Le dirigeant druze Walid Jumblat se dit prêt à un compromis politique dont les termes aboutiraient à une partition de fait du Liban et à la négation même du pouvoir que le président Gemayel s'efforce tant bien que mal de maintenir à Beyrouth. La Syrie a partie liée avec les Druzes que représente la communauté druze. Gérard Sebag. Maîtres des massifs montagneux du Chouf depuis des siècles, les Druzes représentent l'une des communautés ethniques du Liban. 250 à 300 000 personnes, ce sont d'excellents combattants à la ténacité et au courage légendaire, capables aussi d'excès. Souvent en opposition avec une autre communauté libanaise, les Maronites, des massacres mutuels d'un village à l'autre ont été fréquents à travers l'histoire. Depuis 1975 et le début de la guerre civile, à cette confrontation religieuse s'est ajouté un clivage au niveau de l'idéologie politique. Les Druzes sont l'une des composantes de la gauche libanaise, alors que les Maronites, avec les phalanges, sont plutôt étiquetés à droite. Alliés des Palestiniens, au moment de l'entrée des Israéliens au Liban, la traversée du Chouf par les soldats de Jérusalem s'était pourtant déroulée sans combat. Profitant de la présence israélienne, les forces libanaises chrétiennes en avaient profité pour se réinstaller militairement dans ces montagnes dont ils avaient été chassés. Les combats entre milices druzes et forces libanaises se faisaient par-dessus les Israéliens. Isolés d'un côté par l'armée libanaise dont ils refusent l'autorité le long du littoral, la dernière bataille de Bamdoun sur la route de Damas qu'ils ont remportée hier contre les forces libanaises leur permet maintenant d'être à nouveau en contact avec leurs alliés d'hier, les Palestiniens et surtout les Syriens. C'est ce qui inquiète les Israéliens et surtout le pouvoir central à Beyrouth. Voilà qui mettrait bien en danger le fragile pouvoir du président Amin Gemayel. Et selon le gouvernement libanais, quelques 2000 Palestiniens participent au combat aux côtés des milices druzes. À Jérusalem, on s'inquiète de ce retour en force armé des Palestiniens, mais on se refuse à intervenir dans la bataille tant que l'armée syrienne n'y prend pas part directement. De Jérusalem, Didier Eppelbaum. Israël ne bougera pas tant que l'armée syrienne ou l'OLP ne feront pas mouvement vers Beyrouth ou vers le sud. C'est la position de principe officielle. Pas de ligne rouge, mais on dit à Jérusalem que Damas sait parfaitement à quoi s'en tenir. Les Druzes, de leur côté, ont promis de ne pas faire entrer les Palestiniens dans le Chouf, mais ce qui se passe aujourd'hui au Liban correspond aux scénarios les plus pessimistes qu'avaient envisagé les autorités militaires israéliennes. La responsabilité, elles la rejettent sur les belligérants eux-mêmes qui n'ont pas voulu d'un accord politique et surtout sur le président Amin Gemayel. Les bombardements de la force multinationale sont suivis ici avec grande inquiétude. Le but de cette offensive, dit-on, est de faire partir cette force, de faire tomber Amin Gemayel ou de le soumettre à la Syrie. De là à faire revenir Yasser Arafat à Beyrouth, il n'y a pas loin. À Paris, la situation au Liban a été longuement évoquée au cours des conseils des ministres de ce matin. Le président Mitterrand et le gouvernement ont rendu hommage au courage des troupes françaises. Mais l'essentiel de ce conseil a été consacré aux problèmes économiques et sociaux avec l'examen d'un projet de loi sur le congé sabbatique, le congé pour création d'entreprises, la situation du commerce et de l'artisanat. Le ministre Michel Crépeau a présenté un certain nombre de mesures pour améliorer la formation des artisans et le développement économique de l'artisanat, notamment dans le secteur du bâtiment. La gestion de nos finances publiques marque des points, a affirmé le chef de l'État après examen du développement de l'épargne et des marchés financiers. Il se confirme par ailleurs que le nouvel emprunt d'État va être porté à 25 milliards de francs, le montant le plus élevé jamais atteint depuis les 2 tranches de l'emprunt Pinet en 52 et en 58. Mais les projets immédiats du gouvernement qui nous concernent tous directement, ce sont bien sûr les projets fiscaux. Hier sur Antenne 2, vous le savez, le Premier ministre Pierre Mauroy a annoncé que les impôts vont augmenter encore pour environ 10% des contribuables. Le seuil fiscal de la richesse va donc être relevé. Voyons pour qui et de combien.
Si l'on se fonde sur le barème actuel des impôts, devront payer la surtaxe. Tous les célibataires dont le revenu imposable, celui que l'on déclare au fisc, s'élève à 81 000 francs, c'est-à-dire ceux qui ont un salaire mensuel net de 9 000 francs. Tous les couples sans enfants, dont le revenu imposable est de 111 000 francs et dont les salaires, s'ils travaillent tous les deux, s'élèvent à 13 000 francs. Les couples avec un enfant, qui ont déclaré 124 000 francs et dont le revenu mensuel est de 14 300 francs. Enfin, les ménages avec 2 enfants, dont le revenu s'est élevé à 136 000 francs et qui reçoivent tous les mois un salaire net de 15 600 francs. Voyons tout de suite à chaud la réaction d'un cadre CGC recueilli par Roselyne Koskas. Je le trouve injuste. Injuste car il ne touche pas tous les Français, il ne touche qu'une catégorie que le Premier ministre appelle de lui-même d'ailleurs la plus dynamique. Et cette catégorie est vaste, savez-vous, puisque j'ai calculé que 2 instituteurs, un mineur qui a une épouse qui travaille, un petit cadre ou un agent de maîtrise dont l'épouse garde des enfants va être touché. Vous trouvez que ce n'est pas un impôt normal ? Il est normal que chaque Français contribue au relèvement de notre pays par son travail et par le fruit de son travail, donc en partie l'impôt, mais j'ai bien dit chaque Français, pas toujours les mêmes. Dans l'attente de précisions complémentaires sur le menu des impôts 84 et au moment où beaucoup d'entre nous ont à payer leur dernier tiers provisionnel, Philippe Sassier nous explique la philosophie de la politique fiscale du gouvernement. Nous avons donc un petit peu plus d'informations sur le cru des impôts 1984. D'abord, toutes les tranches d'imposition seront indexées, c'est-à-dire relevées d'un montant égal à la hausse des prix. Ensuite, la surtaxe progressive sera de 5% à partir de 20 000 francs d'impôts payés et de 8% au-dessus de 30 000 francs d'impôts. Cette surtaxe progressive touchera environ 2 millions de contribuables. Depuis 10 ans, les impôts n'ont cessé de s'alourdir en France. En 1973, les Français ont payé en impôts directs et indirects, en taxes et cotisations sociales, environ 300 milliards de francs. Cette année, nous acquitterons environ 6 fois plus, c'est-à-dire 1700 milliards de francs. Ces chiffres sont calculés en francs courants, c'est-à-dire sans tenir compte de la hausse des prix. Ils sont quand même impressionnants et justifient que l'on se pose la question jusqu'où peut-on faire appel aux contribuables. Ni M. Giscard d'Estaing, ni M. Mitterrand n'ont pu, malgré leurs déclarations et certaines de leurs promesses, arrêter la montée des impôts. Et le grand responsable de cette progression, eh bien, ce sont les dépenses de santé qui, chaque année, vous le savez, augmentent beaucoup plus vite que la richesse nationale. Ainsi, il est quand même dommage que certaines propositions faites dernièrement sur le financement de ces dépenses sociales aient été écartées au profit de recettes fiscales diverses et un petit peu éparpillées. Nous aurions pu avoir un grand débat sur les dépenses sociales à l'Assemblée nationale. Les soucis politiques l'ont peut-être emporté. Au lieu de ce vaste débat sur le prix de la santé, de la sécurité, du confort, de la retraite, nous aurons probablement une discussion au ras du portefeuille où les bons mots l'emporteront probablement sur les idées. Encore une fois, c'est dommage. Précisons que pour l'ensemble des contribuables, en dehors des 10% qui vont payer plus, la hausse des impôts directs en 84 devrait être la plus modérée depuis 1975. Les choses vont dans le bon sens. L'augmentation de la pression fiscale pour 84 est très faible, a estimé aujourd'hui le secrétaire général de la CFDT, qui a été reçu par le chef de l'État. Edmond Maire lui a fait part de son inquiétude en ce qui concerne l'emploi des jeunes et l'insertion des immigrés. Mais sur le plan fiscal, encore une fois, il se dit satisfait. Il y a des aspects dont nous nous réjouissons à la CFDT, le fait qu'il n'y ait pas d'augmentation de la TVA, le fait qu'il y ait au total une légère augmentation de l'impôt direct, mais uniquement pour 10% des foyers fiscaux, les 10% qui ont les revenus les plus élevés, que par contre, concernant les mesures, la fiscalité de la sécurité sociale, la façon de financer la sécurité sociale, il fallait absolument aller plus vite pour alléger les entreprises de main-d'œuvre, supprimer le plafond concernant l'assurance maladie. D'autre part, on ne connaît pas les dépenses concernant le budget, à quoi servent les dépenses.
J'ai donc exprimé le souhait que les mesures soient prises afin que le pouvoir d'achat des fonctionnaires soit garanti en fonction du taux d'inflation prévu l'année prochaine, et aussi pour qu'il puisse y avoir une marge de discussion sur l'affectation des moyens. Une fois, puisqu'on sait que ce sera un budget difficile, où il y a eu des économies, eh bien, la réaffectation des moyens est une grande orientation. Autre éclairage syndical, cette fois sur les problèmes de l'agriculture. Le président de la FNSEA, François Guillaume, invité d'Antenne de Midi, s'est déclaré inquiet de la progression des coûts de production agricole qui augmentent plus vite que les prix, alors que la production ne progressera pas en 83. C'est maintenant une certitude. À l'usine Citroën d'Aulnay, le travail a repris progressivement aujourd'hui puisque la CGT approuve la solution de la direction qui consiste à y produire exclusivement des visas. La guerre des prix de l'essence menace d'être rallumée. Michel Leclerc, qui n'a pas été invité à la table ronde qui doit avoir lieu vendredi sur la question, menace de reprendre à partir de vendredi les rabais sur le prix du litre d'essence, rabais qu'il avait suspendus. Un mot du dollar qui, après avoir faibli ces jours derniers, remonte. La devise américaine a coté aujourd'hui à Paris 8 francs 11. La tragédie du Boeing sud-coréen, abattu il y a tout juste une semaine par l'aviation soviétique, tend à l'extrême, sur le plan diplomatique en tout cas, les rapports Est-Ouest. Alors que le Conseil de sécurité des Nations Unies reprend ses travaux aujourd'hui, après avoir entendu hier l'intégralité des conversations enregistrées par les stations d'écoute japonaises entre les pilotes soviétiques et leur base, c'est à Madrid que s'est joué aujourd'hui l'épisode diplomatique le plus révélateur. La session solennelle de clôture de la conférence de Madrid sur la sécurité et la coopération en Europe accueillait à la fois le chef de la diplomatie américaine et son homologue soviétique. C'est dans un silence glacial qu'Andrei Gromyko, le ministre soviétique des Affaires étrangères, a fait son entrée. À la tribune, il a une nouvelle fois accusé les États-Unis d'être à l'origine du drame, rejetant avec force et indignation, a-t-il dit, la vague de calomnies, d'insinuations impudentes contre l'URSS et les pays du socialisme. Il a répété que l'appareil sud-coréen avait été abattu parce qu'il se livrait à une mission de surveillance et qu'il n'avait pas obéi aux ordres des chasseurs soviétiques. Le drame du Boeing occulte donc la conclusion d'une conférence internationale déjà compromise par l'intervention soviétique en Afghanistan et qui, depuis 3 ans, poursuivait ses travaux dans un semi-oubli. À Madrid, Georges Bortoli. La CSCE, autrement dit la Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe, c'est un mastodonte. 33 pays européens, plus les États-Unis, plus le Canada, réunis ici, dans cet énorme palais des congrès à Madrid, pendant 3 années consécutives. Et de ces 3 années de discussion, qu'est-il sorti? Peu de choses en vérité. D'une part, les pays de l'Est ont promis, sans s'engager vraiment, ont promis de respecter un petit peu mieux les droits de l'homme, et d'autre part, des mesures dites de confiance proposées par la France ont ouvert la voie à quelques possibilités de désarmement en Europe. En vérité, des mesures de confiance, c'est un beau programme. Ça serait comme une espèce de signalisation, un balisage pour éviter les incidents graves entre les nations. Seulement voilà, l'affaire du Boeing a montré que cette signalisation n'était pas prête. Et au lieu que les 35 ministres des Affaires étrangères des 35 pays se réunissent ici pour célébrer cette espèce d'embellie, eh bien au contraire, M. Gromyko est arrivé ici avec son visage fermé des mauvais jours pour dire non pas la confiance, mais la méfiance qu'il éprouve à l'égard des États-Unis. Et évidemment, M. Schulz va lui répondre sur le même ton, après quoi les uns et les autres essaieront de recoller les morceaux de cette confiance qui, ces jours-ci, a bien souffert. C'est demain que l'Américain George Shultz et le Soviétique Andrei Gromyko doivent donc se rencontrer. Les ministres des Affaires étrangères des pays de l'OTAN réunis ce matin envisagent une suspension d'1 semaine des vols dans leurs pays respectifs de l'Aeroflot, la compagnie aérienne soviétique. De leur côté, les pays membres de la communauté européenne préparent une déclaration commune. En Corée du Sud, à Séoul, quelques 100 000 personnes ont manifesté aujourd'hui leur colère contre l'Union soviétique. Daniel Lecomte. Des moines qui se recueillent devant le mémorial aux 269 victimes du Boeing, la scène est devenue habituelle à Séoul. Mais aujourd'hui, on a fait les choses en grand dans la capitale sud-coréenne. Ces 100 000 manifestants se sont en effet donné rendez-vous dans le stade de la ville pour assister à une cérémonie religieuse.
Un océan de douleur et de pleurs, pour reprendre les descriptions officielles, au milieu duquel émergeaient des banderoles anti-soviétiques. Ce sont des sirènes actionnées dans tout le pays qui ont donné le départ de la cérémonie. Les autorités avaient par ailleurs demandé aux 40 millions de Sud-Coréens d'entamer au même moment la même prière silencieuse. 1 heure auparavant, le président sud-coréen avait rejeté les affirmations selon lesquelles l'avion de la CAL effectuait une mission d'espionnage au-dessus du territoire soviétique. Les pilotes français ont décidé aujourd'hui de souscrire au boycottage des vols à destination de Moscou, demandé pour 2 mois par la Fédération internationale des associations des pilotes de ligne. Les vols Paris-Moscou assurés jusqu'ici par Air France pourraient donc être suspendus dès lundi. Un sondage que publiera demain Paris Match illustre de façon frappante l'impact dans l'opinion française de la tragédie du Boeing. 53% des personnes interrogées estiment qu'il s'agit là d'un acte criminel. 28% pensent que c'est une bavure, 6% que c'est un acte de légitime défense. 60% des Français, contre 32% il y a 1 an, souhaitent que la France ait désormais vis-à-vis de l'Union soviétique une politique de fermeté. Et 66% jugent que l'on ne peut pas faire confiance à Moscou pour respecter les accords internationaux. Attentat ce matin à Téhéran, une voiture piégée a explosé près de l'ambassade de France. 2 Françaises ont été légèrement blessées. L'attentat a été revendiqué par le groupe arménien Orly. La rentrée scolaire, c'est demain. Plus de 12 millions de jeunes Français vont se retrouver sur les bancs de l'école avec beaucoup de cartables, de cahiers et de livres neufs qui coûtent plus cher bien sûr que l'an dernier, mais la hausse est plutôt modérée. Bruno Ledreff. Après la plage, la rentrée. Célia, 11 ans, elle rentre en 6e. Les vacances sont finies, il faut l'habiller de pied en cap, renouveler sa garde-robe et acheter toutes les fournitures scolaires pour l'entrée au lycée. Un budget moyen de 1200 francs selon les organisations de consommateurs, soit plus de 10% d'augmentation par rapport à l'an dernier. Un chiffre supérieur à celui du ministère de la Consommation qui annonce pour sa part 5% d'augmentation seulement. En seconde, dans un lycée technique, le budget de rentrée de Célia serait de 2900 francs. Un luxe. Des chiffres que nous avons donc vérifiés avec Célia. Elle achète quelques vêtements pour l'hiver, une tenue de sport et le minimum de fournitures scolaires. Quelques conseils d'achat. Regardez bien les prix, si vous avez le temps. Ainsi, dans 3 hypermarchés d'un même groupe, on a constaté des variations de 25%. Et puis, hypermarchés, grands magasins, petits détaillants de quartier, les prix les plus intéressants ne sont pas toujours où on pourrait le penser. On a cependant constaté des écarts de 70%. En tout cas, pour notre petite cliente, l'addition s'est chiffrée aujourd'hui à 1500 francs. Une rentrée scolaire toujours chère, en attendant les prochaines vacances. Dans notre dernier journal à 23h10, un débat sur la rentrée scolaire opposera le directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Paul Costa, au rédacteur en chef du Monde de l'Éducation, Jean-Michel Croissando. Place au sport maintenant et d'abord au football. Le match international Danemark-France se déroule en ce moment même à Copenhague. Je n'ai pas la cruauté de vous en donner le résultat puisque vous pourrez suivre la rencontre en intégralité et en léger différé dès la fin de ce journal. Sachez quand même que le Bordelais Tigana a déclaré forfait et qu'il a été remplacé au milieu de terrain par le Monégasque Gengini. Tennis, à Flushing Meadow, on connaît tous les qualifiés pour les quarts de finale. Parmi eux, 5 Américains, Connors, Scanlon, Dixon, Telcher et Arias, un Suédois, Wilander, un Tchèque, Lendl, et un Français, Yannick Noah. Yannick Noah a en effet battu hier le jeune Américain de 16 ans, Aaron Krickstein, en 3-7. Jean Mamère. Au service, Aaron Krickstein. Monté au filet de Yannick Noah, lob de Krickstein est regardé. Une nouvelle volée de Krickstein, Noah sur son retour fait le point, c'est extraordinaire. C'est sans aucun doute le plus bel échange de cette rencontre. Un point historique qui permet à Noah d'entrer en quart de finale de l'US Open, un événement attendu depuis un demi-siècle. Noah bien clubé est parvenu à récupérer, c'est vraiment magique et terriblement accrocheur, il parvient à finir le point.
Alors, comme c'est beau, cela mérite un troisième passage. Une information de dernière minute que Georges Bortoli vient de me téléphoner de Madrid. Le secrétaire américain des Affaires étrangères, George Shultz, vient de succéder à la tribune à son homologue soviétique, Andrei Gromyko, que vous venez de voir. George Shultz a traité Andrei Gromyko de menteur et de falsificateur. Revenons au pronostic de Pierrette Bresse pour le quartet qui se courra demain à Vincennes. Vous allez les lire en même temps que moi, le 13, le 11, le 9, le 7, le 10, le 5 et le 8. Et tout de suite, les résultats du loto, résultats qui viennent d'être tirés. Les bons numéros sont le 5, le 11, le 28, le 31, le 38 et le 42. Numéro complémentaire, le 3. Parlons cinéma maintenant. À Venise se déroule en ce moment le 40e Mostra, le 40e Festival de Venise. Dans la sélection française, un film a fait sensation, un film qui est sorti aujourd'hui dans les salles en France, Anaka de Costa Gavras. Une histoire de passion politique et aussi d'amour entre une jeune avocate juive américaine interprétée par Jill Cleburne, un Palestinien et un procureur israélien, sans oublier un mari français joué par Jean Yann. It's a charming way to say hello, trying to terrify me. That's what I've always been convinced of right from the beginning. Too bad you couldn't prove it. Too bad you were there to defend him. What does that mean? In some cases, one tries to be a bit more understanding. Don't hunt for excuses, Joshua. Hannah is there. Joshua. Is he going to stay for dinner? No, Why don't you stay? She's making shakshuka. just a glass of water, please. I'll get you some from the icebox. Here it is. Ice cold. Thanks. It wouldn't be the first time they used a baby carriage for bombs. Elle est prise en fait entre trois hommes, trois situations et aussi un pays. Un pays qui commence à aimer, où elle commence à s'installer. Un homme qui lui propose de revenir vers le confort qui est Jean-Yann, donc revenir à Paris, vers la France. Un autre homme qui lui propose un autre confort qui est vivre une vie, disons, plutôt traditionnelle avec enfants, mariage, etc. à Jérusalem. Et d'être une notabilité Et d'être une israélienne. notabilité, c'est ça. Et puis un troisième personnage qui intervient dans sa vie, qui est un de ses clients, un client palestinien, qui lui ne lui propose pratiquement rien, lui propose en fait que des difficultés. لأنه بحييها وبشكرها إن قبلت تدافع عني. He says that he greets you and he thanks you for having accepted his defense. Oh, I return his greeting, but I haven't accepted anything. He's going to have to find himself another lawyer, I'm afraid. I'm sorry. ولأنه هون في مبلغ $2000 على حسابها وتحت تصرفها. There's $2,000 at your disposal. $2,000. They confiscated it when they caught him. That's the receipt. اسألها إذا المبلغ بكفيها. He wants to know if that's enough for you. Yes. Oh, yes. It's enough. Parlons maintenant du temps de demain, Alain Gillot-Pétré. Ça se gâte, Christine, ça se gâte. Regardez la photo satellite, vous allez voir cette dépression qui a pris un peu de retard, je le reconnais. Elle devait être sur le nord-ouest, eh bien elle est encore sur l'Irlande et le début de la Grande-Bretagne, mais elle est ici et elle se déplace comme ceci. Donc pour demain, elle va commencer à aborder tout l'ouest du pays, ce qui nous promet pour demain, pour les jours prochains, du très mauvais temps. Renotez quand même la puissance de l'anticyclone qui dégageait complètement le ciel de France aujourd'hui. Donc fin de semaine pénible et regardez demain la carte sur l'ouest du pays, le matin sur la Bretagne, le Cotentin, puis en cours de journée le sud-ouest, le centre-ouest, l'intérieur de la Normandie, puis le soir le bassin parisien, le massif central, tandis qu'à l'est il continuera à faire beau, donc des nuages à l'ouest, du soleil à l'est et des petites pluies pour commencer. Le baromètre est en baisse, le thermomètre il bouge pas. 18 degrés
sur les côtes de la Manche, 31 degrés à Perpignan, 23 à Paris, 25 à Strasbourg, 26 à Biarritz, ce n'est pas encore trop mauvais. Demain, jeudi 8 septembre, 5 minutes de soleil en moins, c'est le record de l'année quasiment, levé 7h18, couché 20h18, tout rond, et c'est la Sainte-Marie parce que c'est sa nativité. À 23h10, Hervé Claude vous présentera notre dernier journal. Demain, 12h45, Daniel Bilalian. Et avant de nous retrouver, demain à 20h, pour nous quitter, une très belle image, celle d'un volcan en éruption à Hawaï. Bonne soirée sur Antenne 2 et bon football.